Chers invités, je vous souhaite la bienvenue en ma fière forteresse, dont les pierres gardent en mémoire les traces du passé. Je m'en vais vous conter mon histoire qui s'étend sur plus de 12 siècles. Entrez maintenant dans le livre de Pierre. Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, meurt en 840. Ses trois héritiers, Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire, se déchirent alors pour le partage de l'Empire. Le seigneur breton Nominoé profite de cette période de trouble pour tenter de renforcer son pouvoir et d'accroître le territoire sous son contrôle. Il s'oppose alors à Charles le Chauve, qui a hérité de la partie ouest de l'Empire carolingien, la Francie occidentale. Au printemps 843, une première bataille entre les deux parties a lieu à Messac, sur les bords de la Vilaine, avec la victoire des Francs sous la conduite du comte Renaud d'Herbourges. De retour vers Nantes, l'armée de Renaud fait une halte à Blain afin de faire prendre du repos à ses soldats. C'est là qu'ils se font surprendre le 22 mai 843 par les forces d'Erispoé, fils de Nominoé, alliées à celles de Lambert II de Nantes, précédemment chassé de Nantes par Charles le Chauve. C'est une victoire pour les Bretons, suivie par celle de Ballon en 845, puis celle de Jean Glambélé en 851. Le traité de paix qui est conclu à Angers à la suite de cette bataille est marqué par l'expansion du territoire breton avec l'intégration des comtés de Nantes et de Rennes, mais aussi la reconnaissance au seigneur breton du titre de roi avec une grande liberté par rapport à l'empereur. En l'an 1104, non loin de la rive de l'Isaac, sur les traces des différentes places fortes du carrefour des deux grandes voies gallo-romaines, Blain connaîtra dans son histoire un premier château d'une importance cruciale. Cet emplacement est très important pour garder le duché, c'est un point stratégique non loin de la frontière à ne pas négliger. Alain IV Ferjean, le duc de Bretagne, avait repris récemment et personnellement le titre de comte de Nantes. Il ordonne à un de ses chevaliers nommé Guégon, le premier seigneur connu de Blain depuis l'an 1090, de bâtir un château. Je serai bâti sur un solide socle rocheux de schiste qui affleure au milieu de terrains marécageux inondés par la rivière. Pour ce travail, Guégon fit appel à tous les vassaux du domaine, n'étant pas éloignés de plus de 6 lieues. Le granit fut amené de Vigneux et du Temple de Bretagne, le calcaire coquillier de Cambon, le grès quartzeux provint d'un gisement à proximité. J'eus l'immense honneur de faire partie des défenses de la frontière bretonne avec Vitré, Fougères, Châteaubriand, Ancenis et Clisson, pour ainsi faire face aux bastions français de Tiffauges et de Montaigu. En l'an 1106, le duc me donnera en fief à Guégon, qui apparaît plusieurs fois dans des actes où il signe Guégo de Blagnoux. À ce moment-là, je suis composé de 6 tours d'une structure standardisée de l'époque féodale en formation carrée. Il y avait déjà les douves, point essentiel d'une défense efficace pour garder à distance l'ennemi. Des hourds étaient disposés sur la partie supérieure des remparts, une sorte de passerelle qui pouvait s'avancer dans le vide avec un mur et un toit. Il y avait des meurtrières afin de donner la possibilité aux archers de tirer leurs flèches et des machicoulis afin de jeter des pierres au pied des remparts sur les assaillants. Mais les hourds étaient faits à l'époque féodale en bois. Comme le pont-levis et la plupart des toits, tous les éléments faits de bois étaient donc vulnérables aux flèches enflammées. Je deviens possession de la famille Clisson lors du mariage de Hervé de Blain en l'an 1225 avec Constance de Pontchâteau. Constance était veuve de Guillaume de Clisson, dont elle avait eu un fils connu dans l'histoire sous le nom d'Olivier le Vieil ou Olivier Ier de Clisson. Clisson. Ce nom prendra une grande importance dans l'histoire du château. En 1260, Olivier était un homme autoritaire qui ne supportait pas la contradiction. Et les seigneurs Clisson ont toujours convoité le duché de Bretagne.
Alors le seigneur de Blain cherche donc à rivaliser avec le duché afin de démontrer son pouvoir et accroître ses terres. Il osa s'en prendre directement au duc Jean Ier le Roux et guerroya contre lui. Mais c'était sans compter la puissance du duc et de ses barons. Jean Ier le Roux est un duc autoritaire, calme et ambitieux. Sur les traces de son père, Pierre Ier Mauclerc, qui avait influencé l'avenir de la Bretagne avec le sens d'une meilleure organisation du pouvoir ducal, restera exigeant sur l'importance de son rôle à la tête du duché, qu'il organise et qu'il renforce. C'est pour cela qu'Olivier Ier de Clisson sortira bien amoindri de cette lutte. Le duc répondra par la force. L'obligeant à capituler, le duc ne daigna même pas traiter avec Olivier Ier alors qu'il était en fuite. Il préféra s'adresser à son fils, Olivier le Jeune, né du mariage d'Olivier Ier avec Plézou de la Roche-de-Rien, fille de Conan Ier de Penthièvre. Afin de punir sa rébellion et sa traîtrise, le duc lui confisqua ses terres et l'obligea à me démanteler pierre par pierre, en plus d'une indemnité de 4000 livres. En 1262, Olivier II demanda au duc de Bretagne de pouvoir me reconstruire. Soucieux de protéger ses frontières, le duc accepte. Le duc a toujours l'idée de garder la ceinture des places fortes face à la France. À sa mort, en 1286, c'est son fils Jean II qui prendra la tête du duché. Olivier II, quant à lui, reste un Clisson. Il gardera l'idée de fonder de nouveau une puissance qui démontrera dans les nouvelles fortifications une évolution perpétuelle d'une des plus grandes forteresses de Bretagne, qui ne cessera d'être remaniée. Durant toute mon histoire, j'ai connu divers remaniements et perfectionnements de mes défenses, dus à l'évolution de l'armement de siège et aux techniques militaires servant à prendre une place forte, la polyurcétique, l'art du siège militaire. Mes murailles devront contenir les assauts d'armes de plus en plus destructrices qui verront au fil des siècles des machines de jet telles que le mangonneau ou le trébuchet, rejetant des boulets de pierre aux armes à poudre telles que les canons et autres bombardes. Mes différents propriétaires feront étalage de leur puissance à travers moi. Mes défenses sont un très bon exemple de ce qui a été mis en œuvre durant les XIVe et XVe siècles par mes seigneurs successifs, et particulièrement par la famille de Clisson et son plus illustre représentant, le connétable Olivier de Clisson, ainsi que celle des Rohan, avec Jean II de Rohan. Un personnage important de la famille des Clisson s'illustrera d'abord dans la longue guerre de succession de Bretagne aux côtés des Anglais pour Jean de Montfort et contre Charles de Blois, soutenu par les Français. Il s'agit d'Olivier V, adversaire de Bertrand du Guesclin, alors connétable de France. Mais il va bientôt changer de camp, se retourner contre les Anglais, cette fois-ci aux côtés de du Guesclin dont il prendra la suite comme connétable de France en 1380. Il sera surnommé le boucher des Anglois. Au cours de son règne, Olivier V va s'efforcer d'agrandir et de fortifier mes murailles pour que je devienne l'une des plus grandes forteresses de Bretagne. La tour du Pont-Levis est un remarquable témoin de l'architecture militaire de cette époque, ainsi que les courtines encadrant celle-ci. L'une de mes tours, dite du connétable, est fièrement adossée au logis du roi avec ses 45 mètres de haut. Une histoire dans l'histoire. Après la guerre de succession de Bretagne, le vainqueur Jean de Montfort voulut donner la seigneurie du Gavre au capitaine anglais Jean Chandos. Olivier de Clisson, seigneur de Blain, qui avait lui aussi soutenu Jean de Montfort, ne le supporta pas. Il organisa une expédition punitive et fit démanteler le château du Gavre. On dit qu'il y fit rapatrier les pierres à Blain et avec celles-ci érigea les tours du connétable. À la fin du règne d'Olivier V, je m'étale sur une superficie de plus de 4 hectares, incluant le petit chastel, la grande enceinte, ainsi que les douves et fossés. 12 tours me composent, ainsi que 2 grands logis, celui du roi et celui de la reine. Il meurt le 23 avril 1407, réconcilié avec le duc de Bretagne Jean IV, son tombeau est dans la basilique de Josselin. Après la mort d'Olivier V, c'est sa fille Béatrix, mariée au vicomte Alain VIII de Rohan, qui hérite de la seigneurie de Blain.
Je deviens donc la possession d'une famille dont l'importance en Bretagne, puis en France, ne cessera de croître durant les 4 siècles qui suivront. La famille de Rohan est l'une des plus importantes de Bretagne. Elle est affiliée au plus grand. Ainsi, en 1510, Anne de Bretagne, pour la 2e fois reine de France, vient à Blain présenter son royal époux Louis XII à son parrain Jean II de Rohan. Visite suivie en 1537 par Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre. Le roi Henri II et la reine Catherine de Médicis visiteront également mes murailles en 1551, lorsque René Ier de Rohan en était le seigneur. Depuis ce passage, les logis du roi et de la reine témoignent encore de la présence de ces prestigieux invités. Henri Ier de Rohan, fervent protestant, fait de mes remparts un lieu de réunion pour les calvinistes et un refuge pour les réformés persécutés. En 1562, il fait fermer l'église de Blain et donne asile aux protestants exilés de Nantes. Pour cela, il fait bâtir les maisons du village du Pavé. En 1586, le duc de Mercœur fait occuper mes murs par une compagnie de soldats. Mais le seigneur du Goust, de Malville, descendant des Rohan, s'empare de moi à son tour par surprise. 4 ans plus tard, Mercœur revient en force avec 4000 soldats espagnols. Il mène un siège en règle avec plus de 2000 coups de canon. Le logis de la reine est incendié. En 1598, Catherine de Parthenay, veuve de René II de Rohan, peut revenir à Blain après la signature de l'édit de Nantes. Son fils Henri II, le plus célèbre des Rohan, est fait duc par le roi. Père de France naviguant au cœur du pouvoir, il devient le chef de file des protestants. En 1621, Henri II a récupéré les biens familiaux, dont la Groulet. Mais ses positions politiques et surtout religieuses le mettent dans la visée de Richelieu. Il est condamné à mort et ses biens sont confisqués en faveur du prince de Condé. On me condamne à être démoli. La paix d'Alès, en 1629, annule cette sentence et Henri II retrouve ses possessions. Mais le jugement des hommes a laissé sur mes pierres de profondes cicatrices. Les tours du donjon, des armes et de l'horloge, ainsi que mes murailles ont été détruites et les douves pondues. Au fil du temps, j'ai perdu toute utilité militaire et on me porte désormais un autre intérêt. Les Rohan, vivant la plupart du temps à Paris, le considèrent comme une résidence de loisirs. Les heures sombres de la Révolution française ne m'épargneront pas. En 1791, Louis-Marie Bretagne Dominique de Rohan-Chabot part en exil à Nice, où il meurt. En l'absence de Monseigneur, je suis utilisé comme prison et entrepôt par les révolutionnaires. En novembre 1793, le Chartrier fut brutalement détruit par le feu dans le but de faire disparaître les traces du régime seigneurial. Néanmoins, quelques pièces furent sauvées. Les Rohan avaient aussi, au château de Guémené, un fonds d'archives. Dans un premier temps, 35 cartons d'actes illustrant l'histoire de Bretagne, du début du XIIIe siècle à la fin du XVIIIe, furent sauvés. En 1802, l'ancienne forteresse que je suis est presque à l'état de ruine lorsque je suis racheté par le baron de Janzé, banquier parisien. Une quantité importante de pierres de la tour de l'horloge sera utilisée en 1805 pour remettre en état certaines de mes murailles. Le 9 juin 1811, un grand dîner fut organisé à la mairie de Blain en l'honneur de la naissance du roi de Rome, suivi d'un grand bal dont je serai l'hôte. 4 mois plus tard, j'accueille au nombre de 400 les prisonniers espagnols venus travailler sur le vaste chantier du canal de Nantes à Brest. En 1813, les travaux du canal sont toujours en cours afin d'assurer une navigation intérieure non contrôlée par l'Angleterre. La section de Nantes à Redon comporte 17 écluses dont 9 sur les communes de Blain et de la Chevaleraie. Le canal est longtemps utilisé comme voie commerciale pour le transport par péniche.
Au port de Blain, on déchargeait des denrées alimentaires, des barriques de vin et du sable de Loire. En 1820, M. Bizel, alors maire de Blain et notaire de métier, souhaite que les derniers documents du Chartrier soient rendus à la famille de Rohan, pour que celle-ci les dépose aux archives provinciales. 6 ans plus tard, le préfet revenait sur l'idée de restitution à la famille de Rohan, et peu après, M. Bizel reçut pour mission de rassembler les documents historiques et de les mettre en ordre, afin d'assurer leur conservation à la bibliothèque municipale de Nantes. Dans les années 1830, la canalisation de l'Isaac ampute le parc et entraîne l'assèchement des douves. En 1890, l'orangerie construite par Marguerite de Rohan en 1643 fut démolie. En 1914, Marie Bonaparte, arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, devient ma propriétaire alors que je n'ai plus que 4 murs. Elle restaure en particulier le logis royal, auquel sont ajoutées fenêtres gothiques et cheminées Renaissance pour le rendre plus habitable. De son séjour à Blain, on lui connaît une liaison avec l'avocat Aristide Briand. Elle est patiente de Sigmund Freud et a contribué au développement de la psychanalyse en France. Je me souviens. Je me souviens quand la France a répondu à l'agression de l'Allemagne en lui déclarant la guerre le 3 août 1914. Pour ma part, je restais bien loin des combats. Après quelques années de tranquillité et la cruelle remontée en puissance de l'Allemagne depuis la prise de pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933, l'Europe connaîtra un nouvel élan de terreur. À partir de cette date, les Anglais m'investissent comme ils l'ont fait dans d'autres châteaux ailleurs en France. Cela leur permet d'anticiper et de s'installer pour réunir des troupes. A dream upon a distant shore, a maid with a way of whispering, "Si, senor." Each night, while guitars would softly play, the tune seemed to dance round the world. Les Allemands attaquent le 10 mai 1940 la Belgique et la Hollande. Ils traversent les Ardennes jugées infranchissables et donc non protégées par la ligne Maginot. Ils passent la frontière française dès le 13 mai en perçant les lignes à Sedan. Paris est occupé le 14 juin. Les troupes allemandes reçoivent alors l'ordre de prendre au plus vite les grands ports français sur l'Atlantique. Cette manœuvre doit leur permettre de couper les voies de retraite aux troupes du corps expéditionnaire britannique qui n'a pas pu s'échapper à Dunkerque. L'avancée allemande est très rapide. Blain connaîtra la grande débâcle des civils français et de 40 000 soldats anglais ainsi que des Polonais qui se pressent pour embarquer à Saint-Nazaire avant l'arrivée des Allemands.
Le 17 juin 1940, 18 personnes sont tuées dans le bombardement de Blain. Le Lancastria, le plus gros des bâtiments britanniques en attente dans la rade de Saint-Nazaire, est coulé par des avions allemands. Plus de 3000 soldats et civils sombrent avec lui. Le même jour, le maréchal Pétain demande l'armistice. Le lendemain, le général de Gaulle à Londres lance son célèbre appel. Vive la France, libre. Le 30 juin 1940, les Allemands occuperont mes murs, faute de seigneur pour me protéger. Le régime de Vichy, par 2 décrets du 30 juin 1941, ampute à la Bretagne sa capitale historique qui est Nantes. Il faudra attendre le 6 juin 1944 pour retrouver une lueur d'espoir alors qu'allait se déployer sur les plages de Normandie la plus grosse opération militaire de toute l'histoire, nommée Overlord. Des milliers de vies seront sacrifiées sur plusieurs fronts pour combattre la tyrannie. Avec les grosses difficultés rencontrées par les Alliés en Normandie et en Bretagne, les résistants auront la lourde tâche de tenir le front le temps que des renforts venus d'autres départements arrivent. Les Américains n'arriveront qu'à partir du mois d'août 1944 à Blain. Les Américains délogent les Allemands de la forêt du Gavre après de rudes combats, les forçant à repasser sur l'autre rive du canal de Nantes à Brest et s'emparent du bourg de Blain. Après cette date, les fantassins vont construire des casemates et des lignes de défense plus solides. La guerre de position va commencer. Somebody's left. 8 up. Steady. Fire! On one! We're forward! Look at the periscope! Periscope! Back. On. Empty tanks, AT, tanks left. First! First! On the missile! Fire! Oh, God! God damn it! Fuck! Fire! Fire! Who's got a gun? Who's got a... Dans cette même période, se formera la poche de Saint-Nazaire jusqu'au 11 mai 1945. C'est une zone de repli des troupes allemandes. La poche sera la dernière zone à être libérée le 11 mai 1945, 3 jours après la capitulation de l'Allemagne. Je suis le témoin privilégié de tout un peuple qui fête sa liberté retrouvée.
En 1950, avec M. Bretéché, riche industriel blinois, je suis racheté par les frères des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ceux-ci terminent ma restauration et installent un petit novicat de la province de Nantes jusqu'en 1968. Je deviens le collège Saint-Laurent jusqu'en 1984. En 1976, je deviens la propriété de la commune. Mes bâtisses du XIVe siècle seront classées monuments historiques. Ma partie logis du roi sera vendue à des particuliers et deviendra une propriété privée en 1989. Depuis 2 décennies, je suis devenu le lieu de rencontre passionné et passionnel des amateurs de reconstitution historique d'art et de culture en de multiples expressions. Les joutes d'archers, les expositions, les fresques numériques et l'accueil du public sont les principales actions visant à vous faire revivre mon glorieux passé. L'association Château et Sort Blinois, née de la volonté de personnes motivées par la sauvegarde du patrimoine multiséculaire de la commune, met tout en œuvre pour me valoriser en tant que monument historique avec le soutien de la municipalité de Blain. Ainsi se clôt en votre présence le livre de Pierre.